Voilà, donc on va parler. Résultats, c'est Voilà, recherche. voilà. Donc, j'ai focalisé ma présentation sur le lissage de surface et la fonctionnalisation des pièces métalliques issues de l'additive manufacturing. Et c'est un travail qui a été réalisé avec mes collègues Nicolas Nuttall, Jean-François Van Ombeek et Sébastien Lecrase. Donc, voici le contenu de ma présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques applications liées au lissage de surface en utilisant les technologies d'électrodéposition et de sol-gel. Je vais vous montrer également quelques fonctionnalisations de surface sur des pièces métalliques. Et je finirai par vous présenter quelques outils que nous sommes en train de mettre en place à travers les projets FEDER. Donc, c'est des outils installés actuellement au pôle d'ingénierie des matériaux. Et vous allez avoir l'occasion de les visiter en début d'après-midi. Donc ici, la stratégie pour arriver à générer un lissage de surface consiste à générer une couche très épaisse, donc qui sera rajoutée, sur la surface et qui va complètement couvrir les sommets de la rugosité. Et pour arriver à faire ce lissage, il faut générer des revêtements très épais. Ici, on est dans le monde, il faut de 30 à 50 microns, voire beaucoup plus, pour arriver à quelque chose d'acceptable. Donc, les techniques qui peuvent être employées pour arriver à ces épaisseurs importantes, c'est des technologies par voie humide de type électrodéposition, sol-gel ou spray, donc peinture. Donc, c'est des technologies aussi qui emploient souvent des solvants. Si on veut s'attaquer à un secteur où on ne va pas utiliser du tout de solvant, on peut aller vers des technologies assistées laser ou assistées arc. Dans ces conditions, on va générer des dépôts très très épais. On est plutôt dans la gamme du millimètre. Les technologies de type thermal spray qui peuvent également générer des dépôts très épais. Et après, il y a tout un panel de technologies sous vide qui sont l'e-beam, le PVD arc, l'évaporation ou le PSCVD, donc qui permettent également d'arriver dans cette gamme de 50 microns d'épaisseur. Donc vous pouvez voir que ce soit avec des technologies wet ou avec des technologies dry, on peut quand même accéder à une gamme très large de nature chimique. Donc on peut faire des métaux, on peut faire des céramiques, on peut faire des polymères. Donc pour la suite, ici je vais présenter les résultats générés par mon collègue Jean-François Van Ombeek sur l'électrodéposition du nickel. Le nickel, en bien choisissant les additifs qui sont mis dans le bain, on peut générer une inhibition de la croissance au niveau des pics de rugosité et favoriser la croissance qui peut se faire plutôt dans les vallées. Dans ces conditions, on va avoir un lissage de surface avec l'augmentation de la couche. Cette technique est très simple d'utilisation, elle est très largement employée dans l'industrie actuellement et avec la possibilité de générer des dépôts métalliques et qui peuvent apporter tout un tas de fonctions de type résistance corrosion, résistance à l'usure, des propriétés tribologiques, voire même des propriétés électriques additionnelles par rapport au métal qui est utilisé. Donc, technique très simple, très facile à contrôler. Si vous avez la vitesse de croissance avec la durée de l'électrodéposition, c'est très linéaire. Et de manière générale, dans ce monde-là, on est sur des vitesses de croissance qui sont autour du 1 micron par minute. Et si on prend le cas d'une pièce de titane, vous voyez la rugosité initiale. On peut, après un certain nombre d'heures de dépôt, donc on est sur des revêtements très très épais, arriver à une rugosité qui est à peu près 3 fois moins importante que la pièce initiale, mais on est très loin d'être parfait. Donc, il faut très souvent combiner les technologies montrées ce matin par Nicolas Nuttall, donc les technologies de polissage avec les technologies de dépôt pour arriver à ce but ultime qui est d'arriver à une rugosité inférieure à 1 micron RA. Donc, on voit quand même l'effet licence de cette technique.
donc là, vous avez la pièce donc de titane originale avec cette rugosité très, très importante, tous ces défauts de surface. Avec le dépôt de nickel lissant, on arrive bien à lisser la surface. On a quand même aussi quelques bémols qui sont dus à une surcroissance sur des parties tranchantes, mais globalement, on arrive à apporter ce lissage. Et cela, on le voit surtout par une augmentation de la brillance de la pièce, la brillance étant un paramètre qui est facile à mettre en œuvre pour caractériser cette rugosité. Comme je disais tout à l'heure, pour arriver à avoir une surface très lisse, il faut combiner du polissage chimique ou du polissage mécanique ou électrochimique avec des dépôts, que ce soit de type électrochimique ou d'autres. Dans ces conditions, donc, on va arriver vraiment à un lissage très intéressant avec des rugosités qui sont proches du 1 micron ERA. Donc là, vous avez le profil sur une pièce telle que fournie par l'additif, donc c'est une pièce d'un var. Donc la variation du ERA en fonction de la durée d'électrodéposition. Par contre, en mettant le polissage chimique, donc on part déjà de beaucoup plus bas et on peut atteindre en moins de temps le but ultime, donc d'arriver à une valeur inférieure, si possible, à 1 micron ERA. Donc là, à nouveau, vous avez la rugosité initiale et la rugosité après le traitement d'électrodéposition. Voici également quelques images montrant l'état initial d'une pièce d'un var et l'état après polissage chimique et électrodéposition. On voit que malgré le fait d'arriver à un ERA proche de 1, on a toujours un certain nombre de défauts de surface. Donc, c'est les aspects linéages qui ont été montrés précédemment. Et donc, pour arriver à complètement se débarrasser de cet effet de linéage, il faut rajouter d'autres types de polissage type mécanique ou chimique. Donc, combiner les polissages pour arriver à quelque chose de très plat. Ici, maintenant, je vais vous montrer d'autres fonctions qui peuvent être apportées avec le nickel lissant. Donc, là, vous avez la pièce initiale issue de l'additif. Avec le nickel lissant, on arrive déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus plat. Et si on veut apporter d'autres fonctions, comme par exemple des propriétés mécaniques supplémentaires, on peut donc rajouter dans la couche de nickel des particules. Et ici, on parle des particules tribologiques, donc soit du S6C, ça peut être également des borures. Et avec ces particules, on va augmenter significativement la dureté de surface. On le voit surtout ici. Donc en faisant de l'usure sur la surface, on est sur une pièce par exemple d'aluminium dans ce cas-ci. Donc on voit l'érosion, en fait l'usure qui est générée sur la pièce telle que fournie de l'additif. Si on rectifie cette pièce, on voit également la trace des sillons là, donc sur la pièce de l'additif. Si on rectifie, on a toujours une usure similaire, sauf qu'on voit un tout petit peu moins la largeur du sillon. Et avec les revêtements de nickel ou les revêtements de cermètre, on réduit significativement cette valeur. Ici, on passe d'une dureté qui est autour de 100 Vickers, progressivement une dureté autour de 500 Vickers. Et avec la couche de cermètre, après un traitement thermique, on peut dépasser les 1000 Vickers. En termes de capacité, actuellement, on travaille sur des petits échantillons, donc 200 mm x 200 mm x 100 mm. Et actuellement, Jean-François est en train de construire un pilote plutôt industriel où on va pouvoir traiter des pièces jusqu'à 1 mètre de long, mais toujours 200 sur 200. Donc, une autre façon de changer la rugosité, donc ça peut être les revêtements faits par Deep Coater. Et là, donc, je vais vous présenter des résultats développés par Sébastien Lecrase. Donc, le Deep Coater est également une technique très simple d'utilisation. Donc, généralement, on immerge un échantillon, on va le retirer à une vitesse définie et donc suivi d'un traitement thermique généralement autour de 150 degrés. Et donc voilà l'aspect qui est généré sur la surface.
technique très simple. Donc, on arrive à diminuer la rugosité par l'épaisseur de la couche. Et on peut apporter également des fonctions additionnelles de type corrosion, résistance à l'usure, des revêtements diélectriques, voire des résistances thermiques intéressantes pour le secteur aéronautique. Donc, avec les sol-gel, on va bien lisser la surface, on peut le voir ici. Par contre, en fonction de la viscosité du produit utilisé, on va avoir du mal à remplir certains trous. Donc, il faut généralement utiliser plusieurs étapes de dépôt, donc faire plusieurs couches, un peu comme ça a été présenté par Patrick, pour arriver à générer un lissage acceptable. Donc ici, Sébastien a développé plusieurs types de sol-gel. C'est des sol-gel prévus initialement pour la surface plane. Donc, pour une surface plane, en appliquant 20 avec celui-là, donc en appliquant 20 à 30 microns, il peut arriver à des ERA autour de 0,5. Par contre, en les appliquant sur les surfaces issues de l'additif, on peut constater qu'on passe de 18 microns ERA à autour de 11, 12. Et il faut vraiment au minimum 2 couches pour arriver à une réduction d'un facteur 3. Donc ça, c'était les premiers essais qui ont été développés. Et ce qui paraissait le plus important dans ce cas-ci, c'est le temps de séjour dans la pièce, dans la solution de sol-gel. Ensuite, il a développé des sol-gel avec des viscosités différentes. Ici, on est sur un sol-gel transparent. Généralement, pour arriver à un ERA très faible, il faut 5 à 10 microns. Et effectivement, avec celui-là, donc avec une double couche, on arrive à passer à un facteur 10 en termes de réduction de rugosité. Et là, à nouveau, le paramètre le plus critique semble aussi la durée d'immersion de la pièce. Donc, il faut vraiment laisser le temps de la solution de pénétrer dans les différents pores de la surface. Troisième sol-gel, c'est un sol-gel blanc. À nouveau, donc là, on peut arriver à une réduction d'un facteur 10. Et on peut le constater qu'il faut vraiment minimum 2 couches de revêtement pour arriver à ces valeurs de 2 microns. Et si on veut descendre beaucoup plus bas, il faut absolument passer par une étape de tribofinition ou d'un polissage chimique pour toujours par rapport à ce facteur 10 initial. Dans ce cas précis, donc on arrive à des rugosités inférieures à 0,3 microns. Voici donc les quelques images du sol-gel appliqué à monocouche. Donc là, vous pouvez constater une forte porosité quand même sur la surface, mais le lissage de surface est quand même assuré. Avec les 2 couches, on comble totalement ces trous et on arrive à générer une surface très plane. Les mêmes revêtements peuvent être faits aussi par sprayage. Donc, dans ces conditions, on a vérifié qu'on pouvait avoir les mêmes réductions de rugosité. À nouveau, on passe de 18 à environ 2,5. Donc, les résultats sont au moins équivalents, voire parfois meilleurs. Donc, cette technique est beaucoup plus adaptée pour la surface externe des pièces. Si on veut avoir une bonne répartition aussi à l'intérieur des pièces, il faut plutôt choisir la technologie précédente de deep coating. Et là, donc, vous avez à nouveau quelques exemples de lissage de surface, donc avec le sol-gel blanc et le transparent. On a toujours une certaine difficulté à remplir certains trous de petite taille qui sont assez caractéristiques de l'additive manufacturing, mais globalement, sur les surfaces relativement planes, on arrive à générer donc des surfaces assez lisses et assez brillantes. Ici, on se trouve dans le cas où on a testé également des sol-gel plus des revêtements de chrome. Le chrome étant métallique, c'est un bon indicateur de la brillance de surface. Donc, si on prend le dépôt de chrome, on peut avoir l'aspect mat originel de l'additive manufacturing, avec une couche
ou 2 couches déposées au préalable en sol-gel, on peut voir la modification de la brillance. Et avec 2 couches, on arrive sur quelque chose de plus en plus acceptable. D'autres fonctions de surface. Donc la première, c'est l'énergie de surface, qui peut être contrôlée également avec des sol-gel. De manière générale, les pièces issues de l'additif sont très hydrophobes. Cela est dû à une suroxydation de surface combinée à une rugosité importante de la surface. Donc l'eau a vraiment du mal à s'absorber et à s'étaler sur la surface. Ici, avec un dépôt de sol-gel très fin, dans la gamme du 100 à 500 nanomètres, on peut changer totalement cette hydrophilicité. La goutte présente ici s'étale de manière instantanée sur toute la surface de l'échantillon. Donc cela peut trouver des applications pour une meilleure compatibilité des implants à base de titane, par exemple, ou d'inox, et également pour des applications liées aux échangeurs de chaleur. Le même produit peut trouver également d'autres fonctions. Ici, donc sur une pièce d'aluminium, on a fait le traitement sur la moitié de la pièce. Ensuite, cette pièce a été revêtue avec un spray de noir de carbone. Et on a ensuite nettoyé la pièce pour valider l'aspect nettoyabilité de surface. Donc, on voit ici que sur la zone traitée, donc on retrouve l'état initial de la pièce, alors que la zone non traitée, on a vraiment du mal à faire sortir les particules de carbone qui sont piégées dans les rugosités donc présentes dans la pièce initiale. Et donc cela est surtout dû à une combinaison donc, de l'hydrophilie de surface plus donc la pression de l'eau qui permet d'enlever facilement sur la partie traitée. D'autres fonctionnalisations possibles, donc c'est des fonctionnalisations plutôt mécaniques, tribologiques. Donc c'est des applications également sol-gel très simples. Donc sur une pièce d'aluminium, dans ce cas-ci, en rajoutant donc des revêtements de type sol-gel, donc c'est des matrices silice avec des particules de PTFE, on peut considérablement aussi diminuer donc la friction. Donc pour des pièces qui sont exposées à du frottement, cela peut aussi être intéressant. Une autre application également mécanique. Ici, donc le projet visait à faire un piston en titane. Ce piston en titane, il a connu d'abord du polissage chimique, surtout pour enlever toutes les particules qui se trouvaient à l'intérieur du piston. Une étape d'usinage pour donner la forme finale du piston et sur lequel on a rajouté des revêtements, dans ce cas-ci titane, TIN et donc DLC. Et avec ces revêtements, on augmente progressivement la dureté. Donc on peut arriver donc à avoir un meilleur frottement, également une durée de vie des pistons plus importante. Maintenant, on va de plus en plus vers les technologies sèches. Donc, ici, vous avez l'exemple d'un dépôt fait sous vide. Donc, le vide peut être aussi intéressant pour certaines fonctionnalisations. Et donc, on a pris le cas d'un dépôt de zinc par évaporation. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on arrive à avoir une très bonne diffusion du zinc sur toute la surface de la pièce de l'additif. Donc on a une croissance qui est relativement poreuse, mais on peut augmenter de manière très significative la résistance à la corrosion avec ces revêtements. On a une très bonne couverture, parce qu'on se posait beaucoup la question, est-ce qu'avec ces techniques de type PVD, on est capable d'assurer l'uniformité sur toutes les zones non accessibles donc, des pièces issues de l'additif. Donc en conclusion, il faut surtout essayer de combiner l'effet du polissage mécanique avec les fonctions de surface pour arriver à avoir les deux aspects surface lisse et fonction pour donner une plus-value au niveau des pièces de l'additif. Et pour la suite, on veut surtout se focaliser maintenant sur des procès de type dry, notamment sur du laser cladding et aussi projection thermique.
Actuellement, on est en train de se focaliser sur l'installation de différents outils au CRM. Donc, on a déjà installé une cabine de peinture robotisée, donc 6 axes, un système de thermal spray. On est également en train de modifier un équipement sous vide pour faire des revêtements PVD, PECVD, évaporation. Également, bientôt, on va recevoir une cabine, à travers les projets FEDER, une cabine de laser cladding de grande dimension. Donc, voici les différents équipements. Donc, la cabine de spray, c'est un spray électrostatique avec la possibilité de couvrir de larges surfaces. Un robot 6 axes avec une table tournante. La cabine de projection thermique, actuellement en cours de montage, opérationnelle très bientôt. À nouveau avec la possibilité de faire des revêtements céramiques ou métalliques, donc avec 2 torches plasma, une torche HVOF, et avec la possibilité aussi d'injecter des suspensions liquides. À nouveau robot 6 axes et une table tournante. Un cotteur sous vide qui est en cours de modification également, de grande capacité, qui a déjà les procédés PECVD, PVD et évaporation présents. Donc ici, on va plutôt modifier la partie centrale sur laquelle on va pouvoir attacher les pièces. Donc c'est un système planétaire en cours de construction. Et à partir de mars, on va installer cette cabine de laser cladding avec la possibilité de déposer de la poudre ou du fil avec un laser de grande puissance, à nouveau avec des outils 3D adaptés, table tournante et robots. Voilà, je vais remercier aussi les programmes Cornet et FEDER pour le financement.